Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour cette émission spéciale consacrée aujourd'hui au Sahara occidental. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mercredi dernier, c'est-à-dire il y a 2 jours de cela, pour examiner les derniers développements au Sahara occidental et notamment de l'article 20-26 d'octobre 2021, fameux article qui propage ou qui proroge la souffrance des Sahraouis. Toutefois, de cette réunion résulte la décision de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, d'entamer une nouvelle tournée dans la région, fort et conforté par le soutien des membres du Conseil de sécurité pour la relance du processus politique. Pour nous en parler ce soir, nous avons avec nous M. Zarwali Mohamed Ali, diplomate sahraoui via Skype depuis l'Espagne. Et bien sûr, dans quelques instants, nous aurons le professeur Carlos Luis Miguel, professeur de droit espagnol, directeur du Centre d'études sahraouis à l'Université de Saint-Jacques de Compostelle. Messieurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Zarwali. Juste une petite correction. Je suis à Berlin pour l'instant et non pas en Espagne. D'accord, très bien. Vous avez bien fait de le préciser. Donc, monsieur Zarwali, pour commencer, on va le faire avec vous. Monsieur Stéphane de Mistura a déclaré qu'il entreprenait une nouvelle tournée dans la région, d'autant plus que les membres du Conseil de sécurité lui ont réitéré leur soutien. Qu'apportera de nouveau cette nouvelle ou cette deuxième tournée dans la région, monsieur Zarwali? Tout d'abord, bonjour madame, et merci pour l'invitation. Et par la même occasion, je voudrais donc vous remercier donc pour votre engagement pour toutes les causes justes de par le monde. Merci. Et à leur tête, donc, la cause du peuple sahraoui et celle du peuple palestinien. Effectivement, le Conseil de sécurité vient donc, comme vous venez de le préciser, de tenir une réunion le mercredi dernier, donc le 22 ce mois-ci. Oui, il y a donc 2 jours de cela. Sur la question du Sahara occidental, et que donc pendant cette réunion, les membres du Conseil de sécurité ont écouté deux rapports. Le premier donc de Monsieur Alexander Ivanko, donc le rapporteur russe, chef de la MINURSO et le représentant du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental, et le deuxième de Monsieur Stéphane de Mistura, donc le nouveau envoyé spécial du secrétaire général pour la question du Sahara occidental. Oui. Et que donc pendant ces débats du Conseil de sécurité, il a été clair que donc cette instance internationale refuse donc le statu quo et que donc elle demande de tout faire pour effectivement faire bouger les choses et permettre enfin au peuple sahraoui de profiter de son droit à l'autodetermination. Plusieurs membres aussi donc de cette instance internationale ont exprimé leur inquiétude sur la question qui prévaut, la question des droits de l'homme qui prévaut donc dans les territoires occupés de la RASD. Et par la même occasion, donc ils ont exprimé leur espoir de tout faire aussi pour créer donc un mécanisme indépendant et permanent pour superviser et suivre de très près la situation des droits de l'homme dans les territoires sahraouis. Donc, vous venez donc de parler donc de la possibilité d'une deuxième visite. Moi, je veux vous dire que, bon, effectivement, donc le nouveau envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies vient enfin, il a déjà effectué une visite dans la région. Oui, la première d'ailleurs, après sa nomination. Tout à fait, et c'est donc le rapport sur cette première visite et ce premier contact qu'il a effectué qu'il a fait donc le mercredi devant le Conseil de sécurité. Maintenant, évidemment, une deuxième visite, une troisième, une quatrième et une énième visite n'apportera pas grand-chose tant que le Conseil de sécurité ne s'engage vraiment pas d'une manière claire et nette. Et donc d'exprimer son soutien, pas uniquement verbal, mais aussi dans les faits. Et je crois que si on est toujours au point mort, c'est effectivement parce que le Conseil de sécurité, jusqu'à présent, malheureusement, ne fait pas le nécessaire pour effectivement exprimer son soutien donc à l'envoyé spécial et aux représentants spéciaux et aussi aux envoyés spéciaux qui ont eu lieu donc avant M. de Mistura. Oui.
Alors justement, la première visite, on l'a vu, la première visite était une visite un petit peu de prospection pour voir un petit peu la région. Mais en tous les cas, de Mistura n'a pas ou ne s'est pas rendu dans les territoires occupés, même s'il a été en Mauritanie, puis en Algérie, et qu'il a été même à Tindouf, et puis donc dans les camps des réfugiés, mais il a également été à Rabat, mais pas dans les territoires occupés. Alors aujourd'hui, pensez-vous que de Mistura pourra réussir là où ses prédécesseurs ont carrément échoué? Monsieur Zarouel. Ben, écoutez, exactement, c'est ça exactement le fond de la question que je viens de dire. C'est que jusqu'à présent, malheureusement, il faut bien le préciser que la mission de la MINURSO n'arrive pas à agir vraiment en tant que mission des Nations Unies dans le territoire. Oui. Et que depuis l'arrivée de cette mission sur place, les autorités d'occupation marocaines ont tout fait pour démontrer que celui vraiment qui a le pouvoir dans cette région, c'est eux. À titre d'exemple, c'est les voitures de la mission des Nations Unies sur place, dans leur quartier général, dans la capitale sahraoui occupée, Oui. circulent avec des matricules marocains. Les drapeaux marocains autour du quartier général de la mission des Nations Unies sont plus grands et plus nombreux que les drapeaux des Nations Unies. Le personnel même des Nations Unies pour effectuer les déplacements dans les territoires occupés de la République arabe sahraoui démocratique sont obligés donc de présenter le passeport avec des cachets des autorités marocaines. Et évidemment, ce sont des choses qui vont en contradiction avec les engagements pris par les autorités marocaines vis-à-vis des Nations Unies, mais que le problème, c'est que jusqu'à présent, les Nations Unies, et en premier lieu le Conseil de sécurité, n'a pas encore pris des décisions concrètes, effectivement, pour corriger cette situation. Oui. Et comme vous venez de le dire, M. de Mistura, en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, voulait aussi, donc, dans la première visite, évidemment, visiter les territoires en question, parce que c'est ça le plus important, Oui, c'est de se rendre sur place. Oui, effectivement, mais les autorités marocaines l'ont refusé la première fois. Oui, la première et fois, j'espère qu'effectivement, que la deuxième fois, elle arrivera. Mais comme j'ai dit, c'est toujours au voulu des autorités d'occupation marocaines, et c'est effectivement ce qui est en contradiction flagrante avec le statut même de cette mission des Nations Unies et la mission qui est la sienne. Oui, c'est-à-dire qu'il devrait être indépendante et il devrait avoir un peu plus de liberté dans ses actions et dans ses mouvements pour s'enquérir de toute la situation et non pas être sous le commandement du royaume marocain. Je me tourne vers vous, monsieur Carlos Luis Miguel. Donc, je disais avec notre invité que de Mistura n'a pas précisé la date de sa visite. Toujours est-il, il semble aujourd'hui plus confiant cette fois que lors de la première visite où il n'a pas pu, comme je disais donc à monsieur Zarouali, dans les territoires occupés. Comment expliquez-vous ce fait et ne pensez-vous pas que quelque part, monsieur de Mistura, même s'il fait une deuxième visite, il restera toujours les mains liées face au blocage marocain? Oui, je suis un peu pessimiste concernant les possibilités du monsieur de Mistura pour proposer une solution. Bien sûr, la solution existe et c'est très facile de proposer, mais ce que je crains, c'est que monsieur de Mistura n'aura pas le courage de dire ce qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'il faut appliquer le droit international, il faut appliquer les résolutions que le Conseil de sécurité lui-même a approuvées et que le Conseil de sécurité lui-même n'ose pas appliquer. Donc, ça c'est le problème. Si j'aimerais me tromper, bien sûr, j'aimerais bien
me tromper. Hélas. Mais à ce moment, je ne vois pas quelle pression on pourrait faire sur le Maroc pour qu'il accepte volontairement l'application du droit international. Oui. Alors, Monsieur Carlos Luis Miguel de Mistura s'est un peu félicité du large soutien qu'il a pu obtenir ou reçu du Conseil de sécurité ou les membres du Conseil de sécurité mercredi dernier pour relancer le processus politique. Alors, il y a un fait relevé, on parle de moins en moins de règlement d'un fait colonial, mais de processus politique depuis quelque temps, pour ne pas dire que c'est même avant la venue de Mistura. Où on est donc, où en est-on aujourd'hui avec l'article 20-26 qui a porté le coup de grâce au processus du règlement de la question sahraoui, c'est-à-dire celui qui a prorogé le mandat de la MINURSO pour un référendum. Alors, nous parlons des infractions également. Donc, le point sur lequel je voudrais revenir aujourd'hui, pourquoi nous avons occulté la notion d'un référendum d'autodétermination au détriment de ce qui s'appelle aujourd'hui un règlement politique ou un processus de règlement politique. Monsieur Luis Miguel? Oui. Le mot n'a pas disparu complètement, oui. Même si le ministre marocain des Affaires étrangères lui a dit, ça ce n'est pas vrai. On trouve le mot référendum dans le nom de la mission. On a prorogé la mission pour le référendum au Sahara occidental. Donc le mot référendum n'a pas disparu. Mais c'est vrai aussi que si le mot n'a pas disparu, on a réduit sa présence dans les résolutions. Et on a affirmé cette formule d'une solution politique. À cet égard, j'aimerais dire que j'aimerais vous rappeler que la résolution du Conseil de sécurité de 2003 qui avait donné son soutien au plan Baker avait dit que le plan Baker est la solution politique optimale. Donc, si on veut parler d'une solution politique, le Conseil de sécurité lui-même a dit quelle est la solution politique optimale. Donc, si on ne veut pas appliquer ou on veut faire le choix de s'écarter de la légalité encore en force, qui est le plan de règlement approuvé par le Conseil de sécurité. Et on veut une alternative que c'est la solution politique. La solution politique optimale d'après l'expression du Conseil de sécurité, c'est le plan Baker. Est-ce qu'on va ressusciter le plan Baker? Ça serait la question aussi. Est-ce qu'on veut vraiment une solution politique? Oui. Alors, selon vous, c'est parce qu'on est en train de travailler sur le plan américain qu'on parle aujourd'hui de plus en plus de solutions politiques au lieu de parler de référendum d'autodétermination, donc le principe auquel les Sahraouis y tiennent mordicus. Je vous retourne la question, Monsieur Zarouali, aujourd'hui, et je dis pourquoi de moins en moins on évoque un petit peu le référendum lorsqu'on envoie, par exemple, des envoyés spéciaux vers les territoires sahraouis pour essayer de régler cette question, et que cette notion du référendum d'autodétermination est remplacée par une autre terminologie. Est-ce que vous pensez que c'est anodin, ou vous pensez que c'est prémédité, ou vous pensez que c'est sournois, que ça cache quelque chose? Monsieur Zarouali? En tout état de cause, moi, ce que je peux affirmer, c'est le fait que, et donc je crois que le professeur de droit est beaucoup mieux
justement que moi, oui. Pour le réaffirmer, c'est le fait que toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale des Nations unies jusqu'aujourd'hui, adoptées donc jusqu'aujourd'hui sur la question du Sahara occidental, et insistent sur le principe à l'autodermination, donc du peuple sahraoui, d'une manière ou d'une autre. D'une autre, oui, effectivement. En ce qui nous concerne donc au Sahara occidental, il faut bien rappeler que le seul compromis qui a été accepté jusqu'à présent par les deux parties sur les auspices des Nations unies, sur le plan de règlement. Et donc ce plan de règlement, elle est claire, elle est nette. Premièrement, un cessez-le-feu. Deuxièmement, la création de la mission des Nations unies, donc la MINURSO, et d'ailleurs son nom c'est la mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, et non pas pour trouver une solution de quelque nature soit-elle, autre que justement organiser ce référendum. Oui. Troisième, le retour des réfugiés. Et la dernière étape, c'est la tenue de ce référendum. Si la communauté internationale avait respecté ses engagements et aussi les autorités d'occupation marocaines, on aurait eu déjà ce référendum le mois de février 1992. Oui, depuis longtemps. Voilà. Donc, pour nous, c'est la seule chose qui est jusqu'à présent acceptée par les deux parties. Oui. Et oui, allez-y, continuez votre idée. Voilà. Et donc, on réaffirme encore que la seule solution qui est vraiment, qui était et restera, c'est le droit à l'autodermination du peuple sahraoui à travers un référendum libre, général et régulier. Le dernier mot, en ce qui concerne la souveraineté du Sahara occidental, revient au peuple sahraoui et au peuple sahraoui seul. Et tant que cet objectif n'est pas tenu, le peuple sahraoui, le Front Polisario et le gouvernement de la République arabe sahraoui démocratique vont utiliser tous les moyens légaux pour atteindre cet objectif. Évidemment, les médiations, les négociations, tout le reste, pour nous, c'est juste un moyen pour nous amener effectivement vers cet objectif qui est la tenue de ce référendum. Parce qu'on ne peut jamais imposer une solution au peuple sahraoui. C'est au peuple sahraoui de dire effectivement qu'il accepte ces solutions. Ce que je peux dire, effectivement, quand on dit un référendum, on lance aussi un défi aux autorités marocaines qui prétendent qu'elles contrôlent tout, que les Sahraouis dans les campements de réfugiés sont retenus, qu'ils sont je ne sais pas quoi, et que ceux qui sont dans les zones occupées vivent dans le paradis, etc. Nous, on dit organiser un référendum, et ce référendum, on n'exige même pas d'être organisé par les autorités sahraouies, mais par la communauté internationale, par l'arbitre entre les deux parties. C'est ce qui est stipulé dans les textes de loi de l'ONU. Voilà, donc pas les Nations Unies. Et si effectivement, on peut mettre toutes les options sur la table, y compris donc la proposition marocaine, mais effectivement aussi la proposition sahraoui. Et donc, ceux qui vont trancher, enfin, c'est le peuple sahraoui et le peuple sahraoui seul. Oui, c'est lui qui sera le plus apte à s'autodéterminer et surtout à faire son choix sur l'endroit où il voudrait être et l'avenir qu'il voudrait avoir. Si on veut parler d'une solution définitive qui mérite vraiment son nom, on ne peut jamais imposer quoi que ce soit au peuple sahraoui. Voilà, alors chaque fois qu'il y a une cause de colonisation ou de décolonisation, si on inverse la vapeur, les lois sont là, les textes sont bien régis, sont très bien faites les lois. Il y a également des ultimatums, il y a des dates, il y a des articles, mais l'application, elle, ne suit pas. Nous savons très bien aujourd'hui que le règlement de la question sahraoui passe par un référendum d'autodétermination, mais ce référendum ne veut pas voir le jour parce qu'il y a des tergiversations du Maroc. Alors, ces tergiversations sont-elles plus fortes que les lois qui ont été posées par les Nations Unies, Monsieur Carlos Luis Miguel? Oui, je partage l'avis qui a été déjà exprimé. Et je pense que oui, le référendum est la solution idéale, bien sûr, parce que c'est la solution qui garantit vraiment que le peuple
sahraoui décide par lui-même. Si on ne veut pas accepter ce principe, on introduit un précédent extrêmement dangereux dans les relations internationales. Mais il faut dire que éventuellement, et l'Algérie même l'avait suggéré il y a quelques années, on peut aussi proposer une division du territoire. Si le peuple sahraoui accepte aussi cette solution, ça serait une solution valide aussi. Mais en tout cas, il faut que le peuple sahraoui accepte lui-même cette alternative. Donc, la consultation au peuple du Sahara occidental, c'est en tout cas nécessaire. On ne peut pas imaginer aucune solution sans le peuple sahraoui. Le peuple sahraoui est un sujet ayant droit. Ce n'est pas l'objet sur lequel les autres États jouent. Un jeu qui, comme je dis, pourrait être extrêmement dangereux si on établit un précédent où on peut décider sur un territoire entier sans l'acceptation, sans le consentement de ce peuple. Oui. Alors, messieurs Zarouali et messieurs donc Carlos Luis Miguel, il y a un communiqué donc du Front Polisario et des autorités sahraouis qui stipule justement, qui revient sur les droits du peuple sahraoui par rapport à cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est déroulée mercredi et qui voudrait un petit peu ce communiqué remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le peuple sahraoui ne peut accepter que la solution d'un référendum, la solution d'une autodétermination. Monsieur Zarouali, aujourd'hui on essaie un petit peu d'aller vers des solutions tierces, vers un quatrième plan, vers un plan de sortie de crise marocain, d'autonomie. On propose un règlement politique, mais très rarement, comme je disais tout à l'heure, on parle d'un règlement et le communiqué, il remet les choses dans leur contexte aujourd'hui, du fait qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité a-t-il réellement joué tout le rôle qui est le sien pour vraiment régler cette crise sahraoui aujourd'hui, qui perdure? Madame, j'ai essayé déjà de vous expliquer, de vous dire que le problème aujourd'hui, c'est le problème du Conseil de sécurité. En effet, le Conseil de sécurité et les Nations Unies et la communauté internationale dans son ensemble, malheureusement, depuis des années, sont pratiquement devenus une partie du conflit, donc, et pas de celle de la solution. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que vous venez de le répéter vous-même, effectivement, il y a des droits internationaux, il y a des lois, il y a des règles, mais le problème, c'est que pour les appliquer, il faut effectivement qu'il y ait une volonté politique pour les mettre en application. Or, aujourd'hui, chez nous, on dit il faut 2 mains pour qu'on puisse applaudir. Oui, absolument. Les Sahraouis ont essayé par tous les moyens de faire avancer ce processus pacifique. Ils ont essayé par tous les moyens de prouver aux autorités marocaines qu'ils ont beaucoup plus à gagner dans la paix que dans la guerre. Oui. Mais que malheureusement, on ne peut pas applaudir avec une seule main. On ne peut pas faire la paix seul. Il nous faut un partenaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, tout ce qu'ils font, les autorités marocaines, c'est tout à fait le contraire. Au lieu de nous aider d'avancer, ils font tout pour qu'on puisse effectivement maintenir un statu quo. Ce que je peux réaffirmer et affirmer par toutes les forces, c'est que le peuple sahraoui refuse ce statu quo. Et le peuple sahraoui ne peut pas continuer à accepter ce statu quo. Et le peuple sahraoui va tout faire pour effectivement atteindre son objectif, qui est l'objectif le plus simple et le plus légitime. On ne demande rien de plus. On ne demande pas la terre d'autrui. On ne demande pas une partie du Maroc. On demande juste qu'on respecte
notre volonté dans notre propre patrie, ni plus ni moins. Alors, le problème, c'est que la communauté internationale parle effectivement des règles de droit international. Et d'ailleurs, dans le temps qui court maintenant, effectivement, et les Nations Unies et la communauté internationale dans son ensemble essaient plus ou moins de rappeler qu'effectivement, il y a des règles internationales. Mais c'est maintenant aux Nations Unies, il y a cette communauté internationale de prouver effectivement qu'ils peuvent traduire dans les faits ces règles et qu'il faut les respecter partout. Ils n'ont pas opté donc pour la politique de 2 poids 2 mesures. Il n'y a pas c'est ça solution. Le problème au Sahara occidental, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup de la communauté. Tout le monde sait bien qu'on a droit, mais le problème, c'est que personne ne fait quoi que ce soit pour qu'on ait vraiment ce droit. Et si vraiment il y a une responsabilité dans la situation actuelle qui perdure depuis presque plus que 40 ans, c'est le Conseil de sécurité et rien que le Conseil de sécurité qui n'a pas assumé ses responsabilités et qui n'a pas tout fait pour effectivement obliger les autorités marocaines à respecter leur propre engagement. Oui. Maintenant, les négociations, la visite de l'envoyé spécial, comme j'ai dit tout à fait au début, si ce soutien reste juste des mots ou des lettres sur papier, comme c'est le cas malheureusement jusqu'à présent, je ne crois pas qu'il peut vraiment faire avancer les choses. Mais si au contraire le Conseil de sécurité, ce que nous espérons effectivement, sort de cette position de l'inertie, des paroles vides, c'est qu'effectivement, on peut effectivement avancer et avancer vers la seule solution, comme je l'ai dit, qui est donc un référendum avec toutes les options. Sur la table, il n'y a aucun problème, mais le dernier qui doit trancher, c'est bel et bien le peuple sahraoui. Très bien, Monsieur Zerwali, je pense que vous avez été complet. Je reviens vers vous, Monsieur Carlos Luis Miguel. On parle de plus en plus de transgression, de violation des droits de l'homme, et même le rapporteur russe de la MINURSO a fait état de ces transgressions par le Maroc contre justement les Sahraouis dans les territoires occupés. Alors pourquoi ces rapports ne sont pas réellement pris en considération lorsqu'ils sont présentés auprès du Conseil de sécurité? Oui, c'est difficile de répondre à votre question. Maintenant, nous connaissons l'affaire, le cas de Sultana Khaya et sa sœur qui sont harcelés d'une façon continuelle et vraiment agressive, brutale par les autorités d'occupation marocaines. Mais même s'il y a des organisations internationales non gouvernementales qui ont fait écho de cette situation, comme Amnesty ou d'autres, c'est vrai que le Conseil de sécurité, depuis 2012, a refusé d'introduire cette compétence dans la MINURSO de surveillance sur la situation des droits de l'homme au Sahara occidental occupé. Mais je ne vois pas maintenant aucun élément, malheureusement, pour pouvoir que le Conseil pourrait faire un revirement sur cette position, même si c'est scandaleux. Mais en fait, en 2012, il y a eu une grande pression. C'était même les États-Unis qui avaient proposé d'introduire cette compétence dans la mission des Nations Unies de la surveillance des droits de l'homme. Mais maintenant, je ne vois pas même les États-Unis ni aucun autre État faire pression. Donc, à ce moment, seulement, ce sont les organisations internationales qui peuvent transmettre à l'opinion publique cette situation. Mais malheureusement, je ne vois pas à ce moment une attitude constructive à l'égard des droits de l'homme au Sahara occidental dans le Conseil de sécurité.
Oui. Monsieur Luis Miguel, juste une dernière question, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps avant de revenir vers Monsieur Zarouali. Monsieur Carlos, je disais, est-ce qu'aujourd'hui ce revirement de l'Espagne vis-à-vis du Sahara occidental ou de la question sahraoui pourrait porter préjudice encore davantage sur la question sahraoui lorsqu'elle est discutée au sein des instances onusiennes plutôt, pardon. Moi, je pense que non. Je pense que non. En fait, l'opération faite par le président du gouvernement espagnol, qui, à mon avis, a été vraiment une erreur majuscule du point de vue politique, n'a pas à ce moment aucun retombé au niveau du Conseil de sécurité, comme nous l'avons vu en fait dans la réunion qui s'est tenue il y a 2 jours. Donc il n'y a pas eu aucun État, nous ne savons pas qu'aucun État membre a fait état de cette position du gouvernement espagnol pour pourrait dire influencer la position ou le processus que l'envoyé personnel veut soutenir. Donc, je ne vois pas que cette position espagnole puisse avoir des conséquences au niveau des Nations Unies. Oui. Bien sûr, il y aura quelques conséquences au niveau régional, comme nous l'avons vu déjà dans les relations avec l'Algérie, notamment. Mais je pense que cet revirement a échoué si on prétendait influencer la position des Nations Unies. C'est mon avis, bien sûr. Oui, alors Monsieur Zarouali, merci beaucoup Monsieur Carlos. Monsieur Zarouali, comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je vous retourne la question, la même que celle que j'ai posée donc à Monsieur Carlos Luis Miguel. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui le revirement de l'Espagne qui s'est un petit peu soustrait à sa responsabilité vis-à-vis de la question sahraoui risque de faire tache d'huile ou d'influencer de manière que ce soit sur les décisions de l'ONU aujourd'hui, ou les décisions de la communauté internationale? Je crois qu'il faut parler plutôt d'une position du chef du gouvernement espagnol, parce que ce qu'on a vu, ce qui s'est passé en Espagne, la réaction en Espagne, vous avez tout à fait raison. Aussi bien du peuple donc, de l'Espagne que donc, de la classe politique, toute confondue, et des parlements, qu'ils se soient national ou au niveau régional, etc., ça a démontré effectivement que c'est une position donc du chef de gouvernement et d'une seule personne en Espagne qui n'a même pas consulté donc ses partenaires dans le gouvernement et encore moins la classe politique dans le pays dans son ensemble. Monsieur Miguel a dit effectivement qu'il s'agit bel et bien d'une erreur majuscule, d'une erreur, donc vraiment une grande erreur politique. Ceci dit, en ce qui nous concerne au Sahara occidental, ça ne va rien changer, et puisque nous avons une seule patrie sur le Sahara occidental, et que nous allons continuer à lutter par tous les moyens pour effectivement libérer notre pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne demande rien d'autre que la même chose que tous les peuples du monde entier, c'est de vivre en toute liberté dans sa patrie. Et donc, quelle que soit la position du chef de gouvernement espagnol ou d'autres, etc., ça ne va pas changer grand-chose. Nous disons que nous continuons notre lutte, effectivement, pour notre indépendance, mais en même temps, nous gardons donc la main tendue pour toute initiative qui pourrait effectivement nous amener à atteindre notre objectif qui était et restera jusqu'à la fin, donc
le droit à la détermination du peuple sahraoui et l'indépendance de la République arabe sahraoui démocratique. Très bien. Donc, je crois que tout a été dit, que le tour de la question a été fait concernant justement cette réunion du Conseil de sécurité. Monsieur Carlos Luis Miguel, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris part au débat. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et directeur du Centre d'études sahraoui universitaire de Saint-Jacques. Merci à vous également, Monsieur Mohamed Ali Zarouali, d'avoir pris part à ce débat et de nous avoir éclairé de votre lanterne. Messieurs, je vous remercie. Et, mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Je vous laisse pour d'autres émissions et dans quelques instants, le journal de 18h qui vous est présenté par Fatma Mhani.